Bienvenue dans Xenius. Bonjour et ravi de vous retrouver dans notre émission. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université de médecine de Vienne et sur ces vieux mannequins de cire de la collection historique du Josephinum, on voit parfaitement ce qui différencie l'homme et la femme, en tout cas de l'extérieur. Oui, car si on regarde les organes, cela ne saute pas vraiment aux yeux. Rien ne permet de les différencier. Un cœur est un cœur, un rein est un rein. Ce qui explique pourquoi les médecins ont toujours traité tous les malades de la même façon, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais cette approche est en passe de devenir caduque. De plus en plus d'études montrent que les corps masculins et féminins sont réglés différemment et que les deux sexes ne sont pas égaux devant la survenue de certaines maladies. La discipline qui se consacre à ce sujet est relativement récente et se nomme la médecine du genre. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi les petites disparités entre l'homme et la femme produisent d'aussi grands effets. Et en quoi il peut être judicieux de ne pas leur proposer le même traitement médical. Nous allons commencer par nous intéresser aux habituels clichés que nous connaissons tous. On dit par exemple que les femmes ont tout le temps la migraine et que les hommes mangent mal. Mythe ou réalité? Cliché numéro 1, il n'y a qu'un homme pour ronfler comme ça. Durant le sommeil, les tissus mous du voile du palais vibrent au passage de l'air lors de la respiration. Ou alors, la langue s'affale au fond de la gorge. Le rétrécissement des voies respiratoires se manifeste par un ronflement tonitruant. Un homme sur deux ronfle. Le niveau sonore peut atteindre 90 décibels, l'équivalent d'un marteau-piqueur. Si le ronflement est très fort tout au long de la nuit, il est conseillé de consulter un médecin, car le ronflement peut être associé à un risque d'AVC ou d'infarctus. Les hommes sont-ils vraiment les seuls concernés? Pas tout à fait. Les hommes ronflent plus souvent que les femmes. La ronchopathie peut avoir pour origine le surpoids qui touche plus les hommes. Par ailleurs, leur pomme d'Adam contribue à réduire le calibre des voies respiratoires et gêner le passage de l'air. Avant la ménopause, les femmes ronflent assez rarement, sans doute grâce aux estrogènes qui permettent au tissu conjonctif de la gorge de rester tonique. Après la ménopause, le taux d'estrogène chute et la proportion de ronfleuses peut grimper jusqu'à 40%. Autre idée reçue, les hommes se nourrissent mal. Pas faux. Les hommes consomment beaucoup moins de fibres, pourtant essentielles à un bon transit intestinal. Une alimentation pauvre en fibres entraîne des séjours interminables aux toilettes et les efforts de poussée intensifient la pression à l'origine des hémorroïdes. La surcharge pondérale est un facteur aggravant. Notre régime alimentaire est également mauvais pour les articulations. Les hommes souffrent 10 fois plus de la goutte que les femmes. Une nourriture carnée augmente le taux d'acide urique. La bière a le même effet et les hommes en boivent 6 fois plus que les femmes. Conséquence, des cristaux d'acide urique se déposent dans les articulations et ça fait mal. Jusqu'à la ménopause, les estrogènes, qui empêchent les femmes de ronfler, stimulent aussi l'élimination de l'acide urique. Pas ce soir, chérie, j'ai la migraine. La migraine, la reine des excuses. Et pourtant crédible, car c'est vraiment la maladie féminine par excellence. Les femmes souffrent effectivement 2 fois plus que les hommes de maux de tête. Pourquoi? Impossible de désigner un coupable, même si de lourds soupçons pèsent sur les fluctuations hormonales durant le cycle menstruel. Naturellement, les migraines, la goutte ou les hémorroïdes ne sont rien comparés au fléau qui frappe la moitié de l'humanité, la grippe masculine. En cas de grippe ou de rhume, on reproche souvent aux hommes d'être plus douillets. Un simple nez qui coule devient une expérience de mort imminente. Et s'ils étaient réellement plus vulnérables aux infections? Là encore, les estrogènes féminins pourraient avoir un effet protecteur. Des tests in vitro ont montré qu'ils freinaient légèrement la prolifération de certains virus. Leurs hormones pourraient donc aider les femmes à lutter contre la grippe. Et le rhume. Eh oui. Et la testostérone. L'hormone mâle n'est malheureusement d'aucune utilité pour le système immunitaire, ce qui explique certaines choses. Comme nous venons de le voir, beaucoup de clichés sur les hommes et les femmes sont effectivement fondés. Et les hormones jouent un rôle capital dans les mots typiquement masculins ou féminins.
Pour mieux comprendre, nous allons interroger Madame Kautsky-Willer, pour qui les hormones n'ont pas de secret. Elle est endocrinologue à l'hôpital universitaire de Vienne. Alors dites-nous, les hormones chez la femme et chez l'homme ont des effets notables sur l'organisme. Est-ce que cela veut dire que mes organes, mon foie par exemple, ne fonctionnent pas comme ceux d'Émilie ? En ce qui concerne les fonctions organiques, de nombreuses différences entre l'homme et la femme s'expliquent effectivement par l'action des hormones sexuelles. Les estrogènes chez la femme et la testostérone chez l'homme. Mais elles interagissent avec d'autres hormones. Le système hormonal est très complexe et influence toutes les fonctions vitales. La teneur en eau du corps humain, la pression artérielle, la teneur en sel, les muscles, la masse graisseuse, mais aussi la répartition des graisses. Vous nous examinez pour chercher la graisse cachée? Si vous voulez. Chez moi, on va en trouver, c'est sûr. On n'est pas loin des 1,99 m. Je précise que j'ai petit déjeuner ce matin. Alors, Adrian? Je te préviens, c'est une véritable torture. Discours typiquement masculin. Voilà nos résultats. Tenez, Vu comme les techniciens se sont marrés, on doit avoir de mauvaises notes. Bon, alors ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a juste 2 ou 3 détails à prendre en compte. J'ai plus de graisse qu'Adriane. C'est tout à fait normal. Il y a des exceptions, mais en général, les femmes, qu'elles présentent un poids normal ou un surpoids, ont toujours plus de graisse que les hommes. Le pourcentage se situe chez elles entre 20 et 30%, contre 12 à 22% chez les hommes. Concrètement, à quoi sert ce surplus de masse graisseuse? À lutter contre des maladies spécifiques aux femmes? En fait, les estrogènes produisent des effets très variés. Ils dopent le système immunitaire et participent à la répartition du tissu adipeux. Chez la femme, la graisse se concentre au niveau des cuisses et des hanches, ce qui a plutôt un effet protecteur, y compris contre les maladies métaboliques comme le diabète ou contre les maladies cardiovasculaires. Tandis que chez l'homme, la graisse s'accumule dans l'abdomen. Elle remplit les espaces entre les organes internes. Elle entoure le foie, par exemple. C'est la graisse viscérale, la plus dangereuse. Et lorsqu'il y a suralimentation, ce qui n'est évidemment pas le cas ici, la personne peut développer un syndrome métabolique qui va déboucher sur un diabète. Les hommes y sont beaucoup plus exposés que les femmes, même s'ils sont jeunes et qu'ils ont un indice de masse corporelle bas. Y a-t-il des maladies qui touchent davantage les femmes? j'allais vous poser la même question, car j'ai un peu l'impression que les hommes sont désavantagés. Les femmes sont nettement favorisées par leur meilleure défense immunitaire. Elles sont moins exposées au risque d'infection, mais seulement jusqu'à la ménopause, tant que le taux d'estrogène est élevé. Après la ménopause, elles présentent un risque accru de maladies auto-immunes, c'est-à-dire dans lesquelles des anticorps s'attaquent aux propres cellules de l'organisme, comme par exemple l'hypothyroïdie, 10 fois plus fréquente chez les femmes. Pour la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, là encore, les femmes sont 10 fois plus touchées. Parmi les maladies neurologiques, on peut citer la sclérose en plaques. Les hormones sexuelles jouent donc un rôle primordial. Merci infiniment, Madame Kautsky-Willer. Merci. Merci à vous. Une seule et même maladie peut ainsi avoir des effets et même des symptômes tout à fait différents selon qu'elle touche un homme ou une femme. Là où ça devient problématique, c'est quand les médecins ne savent pas reconnaître une maladie parce qu'elle touche normalement l'autre sexe. Une situation qui peut mettre le patient en grand danger. Une histoire typiquement féminine. J'étais essoufflée, je faisais des crises de tachycardie. J'étais épuisée, incapable de travailler. Mais je me suis dit que ça finirait bien par passer tout seul. Anke Lossin ne parle de ses troubles à personne, même lorsque ses symptômes s'aggravent. Elle minimise son mal, typiquement féminin. Les hommes prennent ces troubles beaucoup plus au sérieux si l'on en croit la recherche sur le genre.
Chez les hommes, c'est un réflexe acquis. Dès qu'ils ressentent une douleur dans la poitrine, à l'épaule ou dans le bras gauche, ils se rendent aussitôt à l'hôpital, car on leur répète depuis 20 ans que ce sont les signaux d'alerte d'un infarctus. Heinz-Peter Peterhof est un homme. Et c'est parce que c'est un homme que sa maladie a été diagnostiquée trop tard, lorsqu'elle a empiré il y a 14 ans. En 2002, en soulevant un bidon, j'ai entendu un craquement horrible dans mon dos. Une minute plus tard, j'ai senti une douleur. Et je me suis dit que ça devait être une sorte de hernie discale. L'orthopédiste lui fait passer une radio et une IRM et découvre avec stupeur que son patient a 3 vertèbres cassées. Heinz-Peter souffre le martyre. L'état d'Ankel Ossine ne cesse de se dégrader. Après des heures de discussion, son mari parvient enfin à la convaincre de se rendre aux urgences. Le temps passe et elle attend sans se plaindre. Typiquement féminin. Pendant qu'elle patiente, 3 hommes, pourtant arrivés après elle, sont conduits en cardiologie. Même les médecins ont souvent tendance à minimiser les symptômes féminins. En Europe, le délai entre le moment où on franchit les portes de l'hôpital et celui où on est pris en charge est, d'un point de vue purement statistique, toujours plus long pour les femmes que pour les hommes, aussi incroyable que cela puisse paraître. Son tour arrive enfin. L'électrocardiogramme est normal, mais elle attend les résultats de sa prise de sang. Les résultats sont arrivés 2 heures après. Les taux de protéines et d'enzymes cardiaques indiquaient un infarctus. Et là, tout est allé très vite. Le médecin a dit à ses autres patients « Attendez, je dois d'abord m'occuper de Madame Lossine ». 7 heures après son arrivée, elle subit enfin un cathétérisme cardiaque. Diagnostic, obstruction des artères coronaires et dystrophie du myocarde. Sans traitement, l'issue est souvent mortelle. Contrairement aux hommes qui sont passés avant elle, elle a dû attendre plusieurs heures avant de pouvoir mettre un nom sur sa maladie. Les radios de Heinz-Peter indiquent une ostéoporose. Le patient a une petite 50aine d'années. Mais les hommes ne présentent pas ce genre de pathologie. Il était visiblement choqué qu'un homme, qui plus est encore jeune, puisse être atteint de cette maladie. L'ostéoporose chez un homme, c'est très rare. Les médecins sont les premiers à sous-estimer le risque d'ostéoporose chez les hommes. L'examen préventif n'étant conseillé qu'à titre exceptionnel, le dépistage précoce est pratiquement impossible. Les écarts de diagnostic s'expliquent par le fait que nous y pensons plus systématiquement chez une femme. Elles viennent aussi plus facilement faire mesurer leur densité osseuse, afin de connaître leur risque d'ostéoporose. Depuis sa fracture vertébrale, Heinz-Peter est suivi régulièrement. Mais sa masse osseuse reste diminuée. Pendant des années, son état n'a pu être amélioré. Un homme atteint d'ostéoporose, on ne savait pas comment le soigner. On se contentait de le supplémenter en vitamine D et en calcium. Puis les premiers médicaments ont été mis sur le marché. Mais ils étaient essentiellement destinés aux femmes. On ne savait pas du tout quels effets ils auraient sur les hommes, s'ils seraient bénéfiques ou non. Il n'existait aucune étude sur le sujet. On me les a quand même prescrits et ma masse osseuse s'est légèrement régénérée. Mais la prise de ces médicaments a entraîné de graves effets secondaires. De nouvelles vertèbres se sont fracturées. Dans le traitement de cette maladie, l'industrie pharmaceutique a oublié les hommes. Dès qu'un nouveau médicament plus efficace est mis au point, ce sont d'abord les femmes qui en profitent. 14 ans plus tard, il existe un nouveau médicament. Son efficacité à long terme n'est pas connue. Il est encore en phase de test sur des hommes. 1 an et demi après son infarctus, Ankel Ossine ressent à nouveau des douleurs. Son généraliste lui a conseillé de ne pas trop se surmener et son cardiologue lui a donné un rendez-vous dans 4 mois.
C'est tout à fait révoltant de voir que la maladie de Madame Lossing continue d'être traitée par-dessus la jambe. Professeur Kress, vous êtes un spécialiste de la douleur. Arrive-t-il souvent que les femmes qui se plaignent ne soient pas vraiment prises au sérieux? Pour certains syndromes de douleur chronique, la réponse est malheureusement oui. Les femmes ont tendance à consulter plus tôt et plus fréquemment. Elles sont aussi beaucoup plus sensibles aux douleurs chroniques. Et pourtant, l'ensemble du corps médical, hommes et femmes confondus, prend plus facilement en compte la douleur chez les hommes. Et par conséquent, il leur prescrit plus rapidement et plus souvent des antalgiques puissants à base d'opiacés. Mais vous expliquez ça comment? Cela s'explique tout simplement par des préjugés sexistes très ancrés, mais aussi par le fait que les hommes et les femmes ne gèrent pas la douleur de la même façon. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Qu'est-ce que nous, les hommes, faisons différemment des femmes? Les hommes ont tendance, c'est bien connu, à réagir par l'évitement ou le refoulement. C'est quelque chose qu'on constate très souvent. Non, j'ai pas mal. Nous repoussons le plus longtemps possible ce qui est désagréable, jusqu'au moment où nous avons tellement mal que nous décidons d'aller voir un médecin. Et une fois qu'ils sont sous traitement, il faut que ça marche. La plupart des hommes veulent aller mieux tout de suite. Je vous présente le supplice de la bassine. Voici un récipient rempli d'eau avec plein de petits glaçons qui va nous permettre de déterminer si les hommes et les femmes réagissent effectivement de façon différente à la douleur. Vous voulez qu'on fasse le test? Ce serait intéressant. J'ai déjà mal. Je me lance. C'est parti. Enfonce un peu plus. Ça va ? Maintenant, ça commence à faire mal. Je sens que ma main se fige. À moi. C'est parti. C'est pas chaud, c'est vrai. Bon, je crois que j'ai le temps d'aller prendre un café. C'est de plus en plus froid. Je ne peux plus bouger les doigts. Bravo, Émilie. Chez Émilie, le seuil de perception de la douleur au froid se situe à 40 secondes et à 21 secondes chez Adrian. Et le seuil de tolérance à la douleur d'Émilie est de 160 secondes, contre un ridicule 73 secondes pour Adrian. Donc, le résultat était prévisible? Oui et non. Dans plusieurs dispositifs expérimentaux, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Dans de rares cas, la femme résiste moins bien que l'homme. Nous savons, par ailleurs, que l'âge est un facteur plus déterminant que le genre. Plus la personne est âgée, plus son seuil de tolérance est bas. Un autre facteur qui entre en compte est le genre du responsable du test. S'il est de l'autre sexe, en général, le cobaye réalise de meilleures performances. Quel rôle jouent les hormones dans la perception de la douleur? Nous savons que chez la femme, la perception de la douleur varie en fonction de son cycle, y compris pour les douleurs chroniques. Plus une femme enceinte se rapproche du jour de l'accouchement, moins elle est sensible à la douleur. Elle est capable d'endurer des souffrances que les hommes ne supporteraient pas. Que faut-il faire pour que les douleurs ressenties par les femmes soient mieux prises en compte par les médecins? D'abord, les médecins doivent prendre conscience des mécanismes de la douleur et de leur rôle. C'est la première étape. Deuxièmement, il faut essayer de surmonter les préjugés et de rester le plus impartial possible lorsqu'on traite un patient qui souffre. Il faut vraiment éviter d'avoir des idées préconçues. Il ne faut pas se dire « c'est une femme, donc une chochotte » ou « c'est un homme, il est costaud ». Il reste beaucoup de progrès à faire. Merci infiniment, Monsieur Kress, c'était passionnant. Merci beaucoup. Nous l'avons entendu de la bouche même des spécialistes, les hommes ont tendance à souffrir en silence. Du coup, il peut se passer un certain temps avant qu'on aille consulter un médecin, a fortiori quand on est confronté non pas à une douleur physique, mais à une souffrance psychologique.
Pour moi, c'était un signe de fragilité, un aveu de faiblesse. Les problèmes psychologiques, ça ne me concernait pas. Je ne voulais pas que ça m'atteigne. Thorsten était avocat. Sa carrière avait décollé très rapidement et il était promis à un bel avenir. Mais un changement de poste anéantit sa confiance en lui. Dans ce métier, la pression est extrêmement forte. Et puis, je suis entré en conflit ouvert avec ma supérieure. Des petites erreurs de rien du tout étaient montées en épingle, avec des cris et des portes qui claquent. Et à un moment, j'ai fini par me convaincre que je n'étais pas un bon avocat. Au lieu d'en parler, il ravale sa honte et se plonge dans le travail pour étouffer son mal-être. Les femmes en général abordent le problème autrement. Elles en parlent avec leurs amis. Si Thorsten l'avait fait, il aurait peut-être compris que quelque chose n'allait pas. J'étais devenu complètement apathique. Je ressentais un vide intérieur. J'étais toujours triste. Je pleurais tout le temps. Les symptômes typiques d'une dépression. Pourtant, Thorsten passe encore des mois à faire l'autruche. L'idée de consulter un spécialiste ne l'effleure même pas. Jusqu'au jour où, sur le chemin du bureau, il craque. Je suis allé dans la forêt, je me suis garé et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'ai aucune idée du temps que je suis resté comme ça. Sur le coup, je m'en fichais totalement. Je me sentais tellement désemparé. Je ne savais pas quoi faire. Il finit par appeler une amie qui le persuade d'aller aux urgences. J'ai eu l'impression que le médecin qui m'a reçu ne me prenait pas vraiment au sérieux. C'était du genre « On a tous des mauvaises journées, ça va passer. Je vais te donner un calmant, rentre chez toi, allonge-toi et attends que ça aille mieux. » Le médecin, un homme, n'a à aucun moment envisagé un problème psychologique chez ce patient. Thorsten avait l'air solide. Les médecins du genre observent couramment cette attitude. À symptômes identiques, on diagnostique moins souvent une dépression chez un homme que chez une femme. Ce qui prouve bien que dans l'esprit de nombreux médecins, il est encore impensable qu'un homme puisse souffrir de cette pathologie. C'est quelque chose qui est bien ancré. Les hommes ne font pas de dépression. Pour Thorsten, cette erreur de jugement aurait pu avoir une issue fatale. Il était tellement désespéré qu'il a songé au suicide. Je suis retourné aux urgences. Et là, j'ai vu une femme médecin géniale qui m'a reçu longuement et qui a su m'écouter. Elle m'a pris très au sérieux. Il s'est écoulé 1 an avant que le bon diagnostic ne soit posé. Beaucoup d'hommes victimes de dépression ne tiennent pas aussi longtemps. Ils sombrent dans l'alcool ou la boulimie de travail, vont parfois jusqu'au suicide. Ce questionnaire a été conçu dans un but préventif. Il recense plusieurs symptômes typiquement masculins afin d'aider le médecin à déceler plus rapidement une dépression chez un homme. Dans ce domaine, si on utilise les bons outils, la médecine du genre pourrait être d'une grande efficacité. Elle pourrait permettre de mieux dépister la dépression chez les hommes ou d'identifier un risque. Naturellement, il faudrait aussi que les hommes soient prêts à se faire diagnostiquer. Ce serait un premier pas. Le traitement de Thorsten a duré 3 ans. Des médicaments, puis une psychothérapie, l'ont aidé à vaincre sa maladie. Sa passion de la course à pied agit comme un levier thérapeutique. J'ai compris que je n'étais pas obligé d'être parfait, que j'avais le droit de faire des erreurs.
J'ai réappris à être sensible au monde, à la nature. Et en cela, la course à pied m'a beaucoup aidé. C'est ça qui est important dans la vie. Il a quitté son métier d'avocat pour devenir coach sportif. Une fois par semaine, il organise une course pour des personnes qui souffrent de dépression. Thorsten semble avoir repris sa vie en main, même s'il sait qu'il n'est pas à l'abri d'une rechute. Dans le domaine de la santé, il existe des disparités importantes entre les hommes et les femmes sur le plan des symptômes et sur celui du traitement. Il y a également des divergences quant à notre perception de la douleur et la façon dont nous parlons de nos maux et de nos problèmes personnels. Le cas de Thorsten montre l'importance de mieux cerner ces disparités. Il faut aussi que les médecins apprennent à écouter les patients qui leur parlent de leurs souffrances. Quant aux résultats de notre petite expérience d'aujourd'hui, ils n'ont pas été tout à fait conformes à la moyenne. Mais ils ont été surprenants. La médecine du genre est aussi là pour rappeler que les patients ne sont pas interchangeables et qu'ils doivent être considérés comme des individus. On vous dit à bientôt. Salut.